Voulant attaquer Ousmane Sonko sur le fait que c'est un homme véridique, engagé, déterminé, qui ne recule pas, dafa sàmm ngoram, sàmm kàddoom, sàmm lépp. J'ai vu des gens appeler leur coalition sàmm sa kàddu. Déjà ça c'est un problème. Quand tu définis ta vision en réaction avec l'autre, ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps de bien analyser la société sénégalaise, parce que quand on s'engage en politique, on doit d'abord s'engager. Parce qu'il y a des enjeux et des défis, il y a des problématiques sur lesquelles nous voulons apporter des solutions. Et c'est ça qui doit orienter la vision, c'est ça qui doit orienter l'énoncé de la vision, les objectifs spécifiques, les programmes et les projets. Et quand une vision est une vision réactionnaire, du niveau d'une réaction pavlovienne, on peut comprendre que finalement, ce n'est pas ces gens-là qu'on doit amener à l'Assemblée nationale. Je rappelle que Pastef les Patriotes, nous nous sommes battus pour la souveraineté. Une souveraineté qu'on a structurée autour du projet, que nous avons aujourd'hui planifié autour de l'agenda 2050. Agenda qui a comme objectif de développer le Sénégal et de nous faire faire des grands bonds en termes de développement. Alors, il ne faudrait pas que des individus qui se trompent de vision puissent avoir une place dans une Assemblée nationale qui est aujourd'hui une Assemblée qui doit contribuer à la mise en œuvre du projet de souveraineté. Deuxièmement, il y a ceux qui mettent en avant une logique nationaliste qui est opposée à notre logique patriote, panafricaine, qui est centrée sur la mobilisation de nos ressources, la réciprocité, bien évidemment, et qui permet à chaque Sénégalais de pouvoir avoir de quoi subvenir à ses besoins. Nous avons toujours été dans une logique de contribution, dans une logique de proposition et avec énormément de rigueur. Je rappelle qu'en de 2017 à 2024, nous avons eu à publier pas mal de 5 ouvrages. Le président Ousmane Sonko a publié Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, et cet ouvrage, au-delà de parler du pétrole et du gaz, était en réalité un livre qui permettait de comprendre quelle était l'importance des ressources naturelles du Sénégal dans notre stratégie de développement. L'important dans cet ouvrage, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, notre Créateur a mis suffisamment de richesses dans nos océans, sous terre, à travers nos forêts, à travers même le soleil, les énergies. Nous avons suffisamment de production agricole que si nous sommes dans une logique d'industrialiser, de transformer et de valoriser ces produits-là dans notre pays, nous gagnerons énormément en devises, parce que quand un produit fini quitte le territoire national, il fait rentrer des devises, et ça renforce le niveau de vie et les conditions de vie des populations. Donc, à Pastef les Patriotes, nous avons toujours été dans une logique de nous ouvrir. Et nous avons compris aussi que l'Afrique est un marché, que nos frères africains sont les plus aptes à consommer toute notre production. Donc nous devons avoir des relations de cordialité avec les gens, avec nos frères africains, parce que c'est le marché dont nous avons besoin. Il faut comprendre qu'en économie, produire c'est bien, mais avoir des consommateurs c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, il y en a un qui nous critiquait, mais ça je vais y venir plus tard. Donc si on laisse sur les éléments de vision, il y a des visions extrêmement dangereuses. Quand on parle de tout ce qui est nationalisme, c'est un repli sur soi. C'est un débat qui mène à l'impérialisme. Et tous ceux qui font un peu de recherche verront qu'il y a toujours un lien entre certains relents impérialistes et certains discours très nationalistes. Nous sommes dans une logique de défendre notre patrie, essentiellement contre le sous-développement, affirmer notre souveraineté. Il y aura une logique de réciprocité. Et je pense que ça, le président Ousmane Sonko l'a dit et l'a assumé de manière claire. Les relations avec les différentes nations seront des relations d'ouverture, mais personne n'émettra son dictat sur nous, que ce soit la France ou tout autre pays, ce sera de la réciprocité. Donc ça, sur ce point, on a été toujours très clair. Donc je rappelle ces 2 éléments de vision. Sam Segadou qui est dans une logique vraiment réactionnaire et un nationalisme qui est problématique, parce qu'en fait, on ne peut pas désapprouver l'attitude de Marine Le Pen et vouloir aimer quelqu'un qui se réclamerait comme son fils ici. Ce serait problématique. Parce qu'aujourd'hui, soyons aussi sérieux en termes de diplomatie des affaires.
les Sénégalais apportent 1500 milliards chaque année à l'État du Sénégal, ceux qui sont à l'étranger. Alors tout ce qu'on ferait contre des étrangers ici pourrait se répercuter contre nos fils. Et pour quelqu'un qui a fait 20 ans à l'extérieur du pays, une dizaine d'années en Europe et une dizaine d'années en Amérique du Nord, je pense que je peux être un bon conseiller auprès du président Ousmane Sonko, qui d'ailleurs n'en a pas besoin parce que c'est pas parce qu'on a forcément voyagé qu'on a une ouverture d'esprit. Je pense que ce serait dommage de penser que les Sénégalais qui sont ici, qui n'ont jamais voyagé, n'ont pas une culture générale. D'ailleurs, c'est le contraire. Le Sénégal, je pense, est un pays où les Sénégalais sont connus pour avoir cette culture générale, cette ouverture vers le monde. Et à l'heure où se trouvent les nouvelles technologies avec nos confrères de la presse qui font un excellent travail, on n'a pas forcément besoin de quitter le Sénégal pour savoir ce qui se passe dans le monde. Donc ça aussi, c'est des raccourcis que les gens prennent qui finalement nous amènent plus de problèmes que de solutions. Et je pense que le problème du Sénégal, c'est lutter contre la pauvreté. C'est inculqué aux Sénégalais, pas inculqué parce que c'est des valeurs qui étaient déjà là, des valeurs de travailler, continuer à travailler, comme le disait Maître Abdoulaye Wade, et toujours travailler et encore travailler. Je pense que mettre en avant tout ce qui est recherche du savoir, ouverture, parce que l'étranger peut être une source d'enrichissement, mais toujours continuer à organiser notre pays. Et je pense qu'il y a un désordre qu'on a trouvé ici. Et ça, le dire, ce n'est pas faux. Il y a un désordre qu'on a trouvé ici dans les finances, vous l'avez vu, dans d'autres secteurs. Regardez notre cadre de vie. Il y a des problèmes. Mais on est en train de trouver des solutions à ces problèmes. Et je demanderai à chacun, même si on doit faire des critiques, qu'on soit objectif. Parce que c'est comme ça qu'on peut être dans une logique de contribution. L'autre point, c'est qu'il y a eu des attaques sur l'agenda 2050. Mais bon, quand j'ai demandé à mes équipes de faire le travail d'analyse, très peu d'arguments techniques sont revenus. Je pense que sur l'agenda 2050, certains ont essayé de dire que c'était un agenda qui n'était pas assez ambitieux. Pourtant, c'est quasiment 20 000 milliards que nous voulons mobiliser. Mais ce pays, on a tellement été habitué à parler de milliards que quand vous dites à quelqu'un on va mobiliser 18 000 milliards, il pense que ce n'est pas beaucoup alors que c'est énorme. Et on peut faire beaucoup de choses avec 18 milliards. L'autre élément important aussi, c'est que certains ont essayé de critiquer cet agenda en disant que la démarche n'a pas été inclusive. Alors que c'est une démarche que les gens ont eu à connaître. Parce que, je le disais, nous avons produit 5 ouvrages. Pétrole et gaz au Sénégal sur la question de la mobilisation des ressources naturelles pour le développement. Les solutions qui déclinent ce que nous voulons faire sur l'ensemble des différentes politiques sectorielles. Territoire du développement que j'ai écrit avec le président Ousmane Sonko qui aujourd'hui met en avant les pôles territoires. Il y en a même qui nous ont accusés d'avoir plagié les pôles territoires quand ils l'ont vu sur l'agenda 2050 alors que ça existait dans Territoire du développement des années avant. Montrer encore une fois qu'il y a des politiciens qui sont en retard sur certains de nos concitoyens. Dr Alioune Dione, ministre en charge des microfinances, qui a publié la planification de la transformation structurelle par approche de l'économie immédiate, qui est une belle contribution. Et moi-même, j'ai écrit les fondements du plan de la refondation dans des moments où même PASTEF, en tant que parti, a fait l'objet d'une dissolution. Pour dire qu'on a toujours été dans la production. Et ce qui se trouve dans l'agenda 2050 n'est pas étranger à ceux qui ont l'habitude de nous écouter et de nous suivre. Donc c'est quelque chose que nous avons toujours assumé. En plus, quand on l'a sorti, le président de la République a dit que c'est du provisoire. Il veut la contribution de la société civile, des privés et la contribution de tout acteur politique qui est dans une logique contributive et objective. Et aujourd'hui, nous allons vers quelque chose qui est consensuel. Parce qu'on ne peut pas aussi mobiliser toute une nation dans une logique de transformation sociale si nous ne fédérons pas les Sénégalais autour d'un projet de souveraineté partagé, discuté et amendé par tout le monde. Il y en a qui ont essayé de critiquer en disant qu'ils ne voyaient pas la question de la souveraineté monétaire dans l'agenda 2050, alors que dans le grand document, on le voit. Ce qu'on a toujours dit, ceux qui nous suivent le savent, nous avons besoin de l'instrument monétaire. Parce que l'instrument monétaire nous permet de garder nos liquidités, notre argent sur notre espace économique. C'est ça l'avantage d'avoir sa propre monnaie, c'est que ça te permet de garder l'argent parce qu'en jouant sur les taux de change,
on évite, on défavorise la fuite des capitaux. On a besoin que l'argent soit ici. Ensuite, nous avons besoin de la création monétaire parce que détenir sa gouvernance du point de vue de la monnaie nous permet d'injecter des liquidités. Donc c'est ça dont nous avons besoin. C'est cet instrument dont nous avons besoin pour notre économie. Et ça, on ne déroge pas sur cette question. Sauf qu'au-delà d'avoir sa monnaie, je le disais tout à l'heure, c'est important de produire, mais c'est mieux d'avoir un grand marché pour vendre. Alors si nos confrères africains, dès qu'on est arrivé, ont eu à écrire au président Ousmane Sonko pour lui dire que sur la question de la monnaie unique que nous pouvons avoir ensemble, nous avons terminé tous les travaux techniques. Il ne reste que le portage au niveau de la diplomatie pour que nous puissions avoir une monnaie commune que nous partageons dans un espace qui est beaucoup plus grand. Mais c'est ce que nous avons toujours dit. Nous avons toujours dit, nous voulons une souveraineté monétaire, nous sommes prêts à y aller seuls, mais ce que nous voudrons, c'est y aller ensemble parce qu'on a besoin du marché, parce que nous croyons à notre capacité industrielle. Et quand vous ouvrez le projet de transformation Agenda 2050, vous verrez que quand on parle d'économie extractive, on parle d'industrie. Quand on parle d'agriculture, on parle d'industrie agroalimentaire. Quand on parle de manufacture, bien évidemment, on parle d'industrie. Donc les 4 moteurs sur lesquels nous comptons pour lancer notre économie, sur les 3, donc parallèlement il y a les services, les 3, nous parlons d'industrie. Donc nous croyons à notre capacité de production, nous avons besoin d'une monnaie que nous pouvons gouverner, utiliser selon notre intérêt, mais nous avons besoin d'une monnaie qui est partagée sur tout l'espace. Alors, ce serait inconséquent de vouloir avoir d'être dans une logique solitaire si les pays avec qui nous partageons cet objectif disent qu'ils ont fini le travail technique. Maintenant, c'est au président de la République des différents pays de pouvoir discuter et de déterminer un agenda de mise en œuvre. Certains nous ont dit qu'on n'était pas assez ambitieux parce que 18 milliards, ça je pense que je l'ai dit, mais quand nous trouvons un pays avec un déficit budgétaire de 10%, un endettement de 83% et des comptes bancaires qui ont été vidés avant l'heure, vous comprendrez que nous devons être prudents dans notre planification et dans la mobilisation des ressources. Nous ne sommes pas dans des logiques de dire aux Sénégalais des choses que nous ne pourrons pas réaliser par la suite. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de critiques techniques concernant l'agenda 2054, je vais m'en arrêter là. Le président Ousmane Sonko, durant sa campagne, a eu à revenir au niveau de chaque pôle. Nous avons eu à communiquer ce que nous faisons sur les pôles territoires, que ce projet prend en compte nos préoccupations et qu'il nous faut ensemble le porter du mieux que nous pouvons. Je vais terminer sur le dernier point concernant l'état civil et là donner certaines informations que malheureusement le Sénégalais peut ne pas avoir et certains peuvent l'utiliser. Il faut dire que la question de la déclaration des naissances et des décès pour les étrangers est encadrée par la loi qui date de 1972. L'article 43 qui dit que tout étranger qui est au Sénégal a le droit et l'obligation même de déclarer une naissance. Donc le fait que l'état civil donne des extraits de naissance à des étrangers, mais c'est normal. Les Sénégalais dans la diaspora ont des enfants dans la diaspora. Ces enfants ont des extraits de naissance de ces pays, délivrés par ces pays-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des Français. Un sans-papier en France peut bien avoir un enfant là-bas qui aura un extrait de naissance français, mais ce n'est pas pour autant qu'il aura la carte d'identité ou la nationalité. Donc, que des étrangers qui vivent ici puissent avoir des enfants qui ont des extraits de naissance, mais c'est logique, c'est naturel, c'est la loi, c'est normal. Il n'y a pas de quoi fouetter véritablement un chat. Maintenant, quand on ignore les fondements de la législation, bon, on peut étoffer son discours de tous les parures qu'on peut avoir, mais en vérité, c'est la loi. Les Sénégalais ailleurs ont des extraits de naissance pour leur progéniture. Des Africains ici doivent avoir des extraits de naissance pour leurs enfants. Ça, c'est aussi simple que ça. Et autre chose, c'est que l'ANSD, quand même, c'est des experts, c'est des statisticiens, c'est des gens qui ne travaillent pas forcément pour qui que ce soit, ont donné dernièrement que les étrangers au Sénégal, c'est 1,1%. Ils sont 200 000. Et dans ces 200 000, on veut stigmatiser un petit groupe pour dire qu'ils sont des problèmes. Bien évidemment, il y a du désordre qu'on a trouvé ici. Et ce désordre, on doit y mettre de l'ordre. Et on est en train d'y mettre de l'ordre. Et ce n'est pas uniquement à ce secteur-là. Il y a du désordre un peu partout.
Et vous avez vu que depuis le début, moi avec mes amis des syndicalistes, au niveau des collectivités territoriales, mais à un moment donné, il fallait qu'on en arrive à se dire des vérités. Aujourd'hui, on s'entend et on est en négociation et on va rétablir les choses et on va avoir un agenda de travail. Parce que malheureusement, les régimes que nous avons eus dans le passé étaient des régimes qui ne disaient jamais la vérité aux gens, qui n'étaient pas fermes sur certaines questions. Parce qu'un État doit être fort. La société, c'est d'abord l'ordre et la loi. Si vous faites un peu en sociologie, on nous apprend que l'origine de la naissance d'une société, c'est le besoin pour les uns et les autres de vivre en communauté, de ne pas se faire violence, de protéger les biens d'autrui et de respecter la loi et l'ordre. Et il y a eu beaucoup de désordre dans plusieurs secteurs et on est dans une logique de mettre de l'ordre. Alors, en profiter pour faire tout un débat sur un problème qui est là depuis Mathusalem et un problème auquel nous sommes en train de trouver une solution, je trouve que c'est un peu... bon, ça peut aider pour une campagne, mais ce n'est pas quelque chose qui va véritablement aider sur le long terme. J'ai vu aussi certaines personnes dire qu'on devrait confier la gestion de l'état civil à la gendarmerie. La gendarmerie, je le rappelle, est sous la responsabilité du pouvoir exécutif. Alors que s'ils font un peu de recherche, ils verront que l'officier d'état civil n'est qu'un acteur qui ne fait que délivrer un document. Aujourd'hui, c'est le pouvoir judiciaire qui gère en réalité l'état civil au Sénégal. Ça aussi, il faut le savoir. Et je pense que nos juges, c'est quand même un pouvoir qui est indépendant. Je pense que si un Sénégalais doit choisir de confier à la gendarmerie ou à confier à un pouvoir indépendant qui est les juges des tribunaux d'instance et les procureurs, je pense que si on veut juste faire de sorte que personne ne puisse s'immiscer dans ça, je pense que les juges, c'est-à-dire ceux à qui on a confié l'état civil actuellement, je pense que c'est eux qui sont les meilleurs à pouvoir gérer cela. Je précise aussi que les registres, on a toujours des doubles dans les registres. Ça aussi, il faut le savoir. Ce n'est pas uniquement les registres qui se trouvent dans l'État, au niveau des municipalités, au niveau des centres. Il n'y a pas que ça. À un autre niveau, on a aussi des registres. Et il n'y a pas de registre qui n'a pas fait l'objet d'une codification et qui n'a pas été paraphé par les juges. Donc ça aussi, pour que les Sénégalais savent que les registres, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas uniquement des documents que tiennent uniquement la mairie, non. Et les mairies récupèrent les registres. Et tout ce que fait l'agent d'état civil doit être validé par le juge et par le procureur. Ils ont un droit de contrôle et de vérification. Et c'est eux qui sont les gardiens des registres. D'ailleurs, l'article 35 au niveau du Code de la famille donne, si vous allez le voir, donne le droit au juge d'être véritablement le policier qui contrôle la gestion des registres qui sont toujours en double. Et même quand on doit faire des reconstitutions de registres qui ont été détruites, cette reconstitution suit une procédure judiciaire. C'est une procédure judiciaire. Ce n'est même pas quelque chose qui est administratif et qu'une municipalité pourrait faire. Alors, effectivement, il y a des problèmes. Il y a le premier problème, et c'est le vrai problème qu'on a, ce sont les faux numéros d'état civil. Et ça, n'importe quelle personne de mauvaise intention peut... la corruption est une réalité. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. On l'a combattu et l'une des choses qu'ont critiqué énormément le président Macky Sall et l'ancien régime, c'est qu'ils n'ont pas lutté pour la corruption. Donc, c'est des choses qui existent. Mais ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de lutter contre cela. Et je pense que toute contribution devrait être dans cette logique, plutôt que d'essayer dans une logique de faire... Vous savez, les discours de tabula rasa, il n'y a rien de bon, il faut tout enlever. C'est enfantin à la limite. C'est comme si le Sénégal existe depuis 2024. Le Sénégal existe depuis 1972. On a de bons cadrages, c'est juste qu'on n'a jamais eu ce travail de rigueur. Alors je disais que essentiellement, nous avons des faux numéros. Et les faux numéros, ça se détecte. Parce que si vous donnez à quelqu'un un faux numéro, le jour où il demande une carte d'identité, mais au niveau de cette direction, ce qu'ils font, c'est vérifier. Et ils vont lui dire que ça, c'est un faux. Et ça va sortir du système. L'autre aussi est les pourcentages. C'est 1,73% des demandes de carte d'identité dans lesquelles on décèle des faux numéros. Et ces faux numéros sont possibles parce que quelqu'un a copié des numéros ou à inventer. Mais ça ne peut pas aller loin. L'autre élément, c'est que, et on est dans une logique d'éradiquer ce problème-là.
Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de renforcer le programme NECAL, qui aujourd'hui est à 20 millions de documents d'état civil qui ont été numérisés. Il faut comprendre qu'on est 18 millions de Sénégalais, mais on a 30 millions de pièces d'état civil. Et le travail, ce n'est pas uniquement numérisé. On numérise. Mais avant de numériser, on ne numérise que des registres qui ont fait l'objet d'une vérification complète et définitive. Ça, c'est un. En plus, le comité qui s'occupe de la numérisation, c'est un comité qui est partagé entre, au niveau de la DAF, les juges et l'état civil, avec une équipe technique d'informaticiens qui s'occupe que de la sécurité. Donc, on ne numérise qu'un document dont on a attesté l'authenticité. Ça, c'est un. Après avoir numérisé, l'agent fait un travail de saisie dans une base de données. Et ce n'est pas lui qui valide. Lui, il ne fait qu'un travail de numérisation et de saisie. Celui qui valide, c'est l'officier d'état civil qui reçoit la requête, qui analyse les vérifications et valide le document. Et nous avons travaillé sur une base de données sécurisée qui permet aujourd'hui, même s'il y a un officier d'état civil dans une localité, qui reçoit des demandes mais qui ne les traite pas, les vérificateurs au niveau de l'Agence nationale d'état civil sont en mesure d'appeler le maire pour lui dire l'officier d'état civil qui détient le numéro tant dans le système a reçu tant de demandes qu'il n'a pas encore traitées, il faut qu'il les traite. Tout ça pour vous dire à quel niveau le système est sécurisé. Si quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'état civil fait une tâche, il est tout de suite repéré par le système. Le système peut nous dire à quelle heure tel individu s'est connecté à tel poste, il a touché à tel dossier, il a fait telle tâche, telle tâche. Et ça, mais il n'y a rien de plus sécurisé que cela. Notre objectif, au-delà même de pouvoir offrir du service, c'est de faire de sorte que la totalité des 18 millions de Sénégalais puissent se retrouver dans une seule base de données. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le ministre Alioune Sall, qui aujourd'hui a le grand chantier de la numérisation, de la digitalisation. Et comme vous le savez, le président de la République a inscrit la digitalisation comme étant une priorité pour le gouvernement. Il fait un excellent travail et d'ailleurs c'est lui qui nous motive tous les jours pour nous dire Monsieur le ministre, accélérez parce que j'ai besoin d'avoir ma base de données complète parce que c'est ça qui va me permettre de pouvoir développer tous les autres offres de services, passeport, carte d'identité, permis de conduire, tout ce que le Sénégalais a besoin, nous allons pouvoir le donner à travers une plateforme. Et nous, on va aller même plus loin. On n'aura plus des centres d'état civil. Ce qu'on veut, c'est des centres de services administratifs au niveau local, qui permettrait à n'importe quel Sénégalais, dans la localité où vous vous trouvez, de pouvoir vous lever, d'aller là-bas, si vous voulez tout ce qui est passeport, permis, tous les documents que vous voulez, vous allez pouvoir demander cela sur une plateforme avec des agents qui les gèrent et une capacité pour nous de pouvoir faire le suivi du travail sur l'ensemble du territoire national, de voir quel agent travaille, quel agent ne travaille pas, la demande a pris combien de temps, il faut que la demande puisse sortir. Voilà notre niveau d'ambition. Voilà notre niveau d'ambition et la rapidité avec laquelle nous voulons y travailler. Donc, ça dépasse les histoires de Macoumba ou de Bari ou d'autres. C'est pour nous mettre tous les Sénégalais sur une base de données, pouvoir leur donner du service et avoir cet instrument pour la mise en œuvre des politiques publiques dépasse les logiques politiciennes. Pour nous, c'est des instruments de gouvernance. Effectivement, parce que certains ont eu à nous critiquer en disant qu'on manque d'ambition, il nous fallait être dans une logique comme ceux qui l'ont fait, hein, ils ont fait le tour, je me rappelle, hein, Sénégal, dans le plan Sénégal émergent, ils ont été en Chine, en France, ils ont parlé des milliers et des milliers de milliards, ils ont endetté le Sénégal. Nous, on n'est pas dans cette logique. Il ne s'agit pas d'être ambitieux. En fait, ce n'est même pas de l'ambition. C'est vraiment ce qu'on appelle être dans une logique de fanfaronner en prenant des montants qu'on ne peut pas faire. Nous, on est logique, on essaie d'être structuré. Ce que nous voulons faire dans la première phase, c'est 18 000 milliards environ. 18 000 milliards, ce n'est pas à négliger, c'est énormément d'argent. Et si nous sommes dans une gestion sérieuse et que l'argent du contribuable doit aller vers les priorités,